Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pour sa description, on peut se reporter aux pièces de monnaie d'Alexandrie, d'Antioche et d'Ascalon. On peut également penser qu'il s'agit d'elle sur les bas-reliefs de Dendera, à côté de son cartouche. Sur les monnaies, on voit une femme au visage rude, une mâchoire inférieure proéminente, des traits grossiers, un menton assez fort, un nez busqué et de grands yeux. Pas de mention d'un grand nez, vous voyez. Sa poitrine est menue, le haut de son corps fin et gracile. On ignore de quelle couleur sont ses cheveux, on n'a pas d'indication là-dessus, mais il est probable qu'il soit plutôt sombre. Plutarque, l'auteur des Vies parallèles, se montre lui plus objectif sur ce sujet. Il évoque une beauté parfaite qui ne laisse indifférent aucun des hommes qui la contemplent. Dion Cassius insiste, lui, sur sa beauté, mais elle est sûrement plus charmeuse, si vous voulez, que belle. Elle séduit surtout grâce à son intelligence, sa grande culture, sa ruse, son raffinement, son don des langues aussi, quand ses ancêtres, eux, ne parlaient que le macédonien. Viviane Lee, Monica Bellucci, Marion Cotillard, Elizabeth Taylor et maintenant Gal Gadot ont magnifié les traits de cette reine emblématique. À nous de savoir laquelle est la plus proche, mais ça, on pourrait passer des heures. Elle arrive à se faire comprendre, imaginez, des Éthiopiens, des troglodytes, des Hébreux, des Arabes, des Syriens, des Mèdes, des Parthes et des Romains, bien sûr. Mais elle déroute sa cour aussi par sa fantaisie, son humour et ses sautes d'humeur. Elle apprend à se servir de sa voix comme d'un instrument à plusieurs cordes, c'est ce qu'on lit, qui charme les cœurs les plus froids et les âmes vieillies, insensibles à l'amour. Malgré tout, elle peut aussi se montrer enfantine, étourdie, circonspecte, capricieuse, coléreuse. Elle profite de tous les plaisirs en fait que la vie lui offre. La nouvelle reine est donc encore très jeune, vous l'avez compris, 18 ans, mais on sent quand même une détermination à diriger l'Égypte et à lui rendre sa puissance et ses territoires d'antan. C'est le général Pothin qui est chargé de s'occuper des affaires intérieures jusqu'à la majorité de Ptolémée, tandis que Cléopâtre se cantonne, elle, aux affaires étrangères. Pothin est soutenue par l'armée, elle comprend alors qu'elle doit elle aussi trouver des alliés. Et donc, en termes d'alliés, en termes de puissance, où, encore une fois, se trouve la puissance ? Eh bien, elle décide d'abord de se rapprocher de Pompée et de Rome. Des mercenaires travaillant pour Aulète viennent d'assassiner le proconsul de Syrie, Marcus Bibulus, et ses deux fils à Alexandrie. Cléopâtre fait arrêter les coupables, mais ça ne fait pas réagir Pompée, qui est pourtant un ancien ami de Bibulus. La reine lui envoie ensuite des navires, des soldats, du blé, contre l'avis d'ailleurs des Alexandrins. L'armée égyptienne se trouve alors dans une situation déplorable. Les pharaons précédents leur avaient donné des terres, vous savez, aux soldats en échange. Ils devaient entretenir des surfaces jusque-là inexploitées. Ça avait été un plus pour l'agriculture, mais pas évidemment pour les forces militaires, puisque du coup, ils sortaient des rangs. On les considérait non comme des combattants, mais plutôt comme des colons, vous voyez. Et certaines garnisons présentes en Moyenne-Égypte et au sud de Thèbes, à Crocodilopolis et à Patiris, où des réservistes et des militaires en service étaient nombreux sous Ptolémée VI, eh bien, tout cela ont disparu, ils ont été déplacés, anéantis. Fort heureusement, l'économie égyptienne se maintient, péniblement certes, mais elle se maintient grâce au commerce maritime. Et quand Cléopâtre VII monte sur le trône, le pays traverse une période pour le moins difficile. Les crues se succèdent. Et pour pallier le manque de ressources alimentaires, le palais interdit aux cultivateurs de vendre leur blé à l'extérieur. Toutes les céréales doivent être alors rapatriées à Alexandrie. Et puis arrive enfin une période favorable et le surplus de blé peut alors être vendu sur les nombreux marchés que compte Alexandrie. L'économie souffre considérablement des dépenses qui ont été faites pour gagner la faveur des Romains ou pour obtenir leur soutien. Les Égyptiens cultivent le blé, la gesse pour nourrir les animaux. La gesse, c'est une plante, vous savez, qui produit des gousses, comme des fèves. Ça ressemble un peu à des fèves, on appelle ça des gesses d'ailleurs. Ils cultivent l'orge, l'huile d'olive, les lentilles, les fèves, l'ail, le cumin, le sésame, le ricin, le lin, le miel. Ils élèvent des vaches, des chèvres, des moutons, des poules, des oies et des pigeons. Quand je dis cultivent le miel, vous avez compris, bien sûr, ils élèvent des abeilles. Bref, l'État garde le monopole sur certains produits, comme les rouleaux de papyrus, la bière, les huiles, les vêtements en lin qui sont réalisés par des artisans dans les temples. Les impôts sont les mêmes que ceux qui ont été établis par les Ptolémées précédents. Les Égyptiens qui s'engagent à verser une partie de leur production au palais sont liés par contrat
ou cautionnées. Ces transactions sont étroitement contrôlées, donc tout ça marche le mieux du monde. Les productions clandestines sont court-circuitées par les actions de la police. Malheureusement, en contrepartie, vous comprenez que les exportations, elles, chutent de manière catastrophique. Les anciennes pistes qui passent par le désert sont encore empruntées, arrivant à Memphis, mais 6 fois moins peuplées qu'Alexandrie, réputée quand même pour ses armes, ses vêtements et ses objets de faïence, des vases, des bibelots, des figurines, tout ça est vendu sur les marchés à côté de poteries plus communes. La ville, Memphis, donc, profite de l'exploitation des mines de cuivre, tandis que les artisans travaillent aussi l'argent et l'or pour fabriquer des armes et des objets raffinés. Les villes grecques prospèrent alors que Thèbes est laissée à l'abandon, bien que les temples de Médinette Abou et de Karnak restent actifs. Les anciens cultes sont encore célébrés par les Grecs, conscients quand même du pouvoir du clergé, notamment celui de Memphis. Mais les temples ont définitivement perdu l'influence qui leur avait permis de devenir une institution aussi puissante que la monarchie. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.